J'ai profité qu'il y avait du soleil pour tout vous dire. Voilà, parce qu'on est quand même en Bretagne. Donc voilà, donc quand on aura fini, vous venez tous sur la scène et on fera. Oh, j'étais sûre de la réaction. Voilà, là, comme voilà, qu'il pleuve ou pas, on s'en fiche. À tout à l'heure. Voilà. Bon, je vous propose de commencer effectivement, qu'on commence à l'heure pour terminer à l'heure, parce que j'ai des invités aussi qui ont un certain nombre d'impératifs horaires. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Patrice Moyon, je suis journaliste à Ouest France, chroniqueur économique et social et éditorialiste. Et pendant 10 ans, j'ai animé l'équipe qui suivait les questions agricoles. Et à ce titre, avec Ouest France, on a vécu toutes les grandes crises de l'agriculture, notamment les grandes crises de l'élevage. Et c'est le moment aussi où le journal Ouest France a commencé à s'interroger sur la responsabilité qu'il se donnait sur ces questions agricoles, j'allais dire, alimentaires, mais aussi climatiques. Et d'ailleurs, à ce titre, Ouest France a créé il y a 5 ans les Assises de l'agriculture et de l'alimentation. Et la prochaine édition aura lieu le 2 et 3 décembre à Nantes, avec un accent particulier mis notamment sur les questions européennes. Alors quand on me demande parfois d'intervenir sur les questions agricoles et alimentaires, moi j'ai tendance à dire que l'humanité repose sur une tête d'épingle. Pourquoi une tête d'épingle? Parce que le nombre d'agriculteurs n'a jamais été aussi faible, notamment en France, c'est 2% de la population active, mais on n'a jamais autant demandé aux agriculteurs, non seulement de répondre évidemment à leur mission, j'allais dire traditionnelle, qui est de nourrir une humanité qui n'aura jamais été aussi nombreuse en 2050, 9 milliards, entre 9 et 10 milliards d'habitants sur la planète, avec ensuite un recul. Mais nourrir 9 à 10 milliards d'habitants sur une planète qui n'aura jamais été aussi nombreuse, mais qui n'aura jamais été confrontée aux défis climatiques. Donc, je pense que cette table ronde sera intéressante de voir la responsabilité aussi que se donne l'Europe, non seulement en termes de souveraineté alimentaire pour nourrir sa population, mais aussi quelle solidarité elle entretient avec notamment la rive sud de la Méditerranée, où on sait déjà que les conséquences du réchauffement climatique vont être assez terribles. Et donc, très probablement, il y aura une responsabilité, notamment de la part de l'Europe, pour nourrir cette population. Alors, j'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde avec Pierre Karleskind. Vous êtes député... Karleskind, pardon. Karleskind, pardon. Vous êtes océanographe, président de la commission pêche au Parlement européen. Marie-Cécile Damave, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes passé par AgroParisTech et vous êtes chef de l'innovation et des affaires internationales à Agridé. À ma gauche, Édith Lecadre, vous êtes professeur d'agronomie et agrocampus, et notamment, on va en parler, des questions d'agroécologie, transformation des systèmes agricoles. Et puis, à votre gauche, Stéphane Perrin, vous êtes vice-président de la région Bretagne, et vous pourrez nous raconter effectivement comment cette région Bretagne, qui est si regardée, si critiquée parfois aussi, se réinvente et comment elle va répondre à ces nouveaux défis. Alors, l'Europe, nouvelle politique agricole commune, avec... qui a été... beaucoup d'agriculteurs européens s'inquiétaient de la place qui serait réservée à ce budget de la politique agricole commune. On voit que la PAC a été sauvée et que parallèlement, l'Europe se donne donc une nouvelle responsabilité aussi climatique. On en a parlé tout à l'heure avec la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dresser peut-être en quelques traits donc les grands enjeux de cette future politique agricole commune, sachant que quand elle a été créée en 1962, il s'agissait évidemment de pouvoir nourrir l'ensemble de la population européenne, mais aussi de permettre aux citoyens européens d'avoir une alimentation accessible. Gagné. Bon, bonjour d'abord à toutes et à tous. Moi, je suis très content d'être ici. Bonjour aux intervenantes et aux intervenants. Très content parce que être devant le mouvement européen, c'est revenir un peu, je ne sais pas s'il faut dire
à la base de l'engagement européen, mais c'est quand même revenir devant un parterre de gens exigeants, informés, et qui, dans un moment où l'idée européenne n'est pas remise en cause, mais en tout cas est remise en débat, et dans tous ces contours, c'est important de pouvoir avoir des échanges, des échanges sur le fond. Alors, la politique agricole commune, effectivement, une des grandes politiques de l'Union européenne, si ce n'est la première, et d'ailleurs, c'est la première en termes de budget. Voilà, il faut le dire, c'est un tiers du budget de l'Union européenne, donc on est vraiment sur une Union européenne qui reste fondamentalement attachée à cette politique agricole commune, avec, il faut bien le dire, puisque c'est vrai que nous sortons d'une période de débat qui a été très longue sur cette nouvelle politique agricole commune. Tellement longue qu'il a fallu décaler de 2 ans la mise en œuvre de la réforme, et alors que la plupart des politiques ont été revues et sont alignées avec le budget pluriannuel, donc le budget pluriannuel qui prend effet à partir de 2021 et qui va jusqu'à 2027, sur cette période, bien, la politique agricole commune va attendre 2 ans. C'est important de le noter parce que c'est dire combien ce sujet reste un enjeu important. Alors, bizarrement, et comme disait Monet, l'Europe se construit dans les crises. La crise que nous venons de traverser a montré combien les positions qui ont été celles en faveur du maintien de cette politique, celles en faveur du maintien de cette politique à un niveau aussi important, ont été confirmées. Vous l'avez dit, quand la politique agricole commune voit le jour, l'idée, c'est de nourrir l'Europe. Ni plus ni moins. Nourrir l'Europe avec des produits corrects et accessibles et abordables. Je me rappelle, puisque vous l'avez rappelé, je m'occupe surtout de pêche. J'ai participé en 2017, je crois, 2018, pas très longtemps avant d'être élu député européen, à une conférence à Tallinn sur le futur de la politique commune de la pêche. Pardon, sur le futur du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, donc l'instrument financier. Et j'avais dit alors, donc on était en 2018, j'avais dit alors, il va peut-être falloir se poser la question de réinterroger nos politiques, que ce soit celle de la pêche, et en particulier c'était celle de la pêche, parce que je parlais de la pêche et de la PAC, en nous disant, mais au fond, réfléchissons-nous encore ces politiques, singulièrement celle de la pêche, au regard de la question alimentaire. Et là, je me rappelle l'espèce de brouhaha qui avait traversé la salle, de certains membres fonctionnaires de la Commission européenne me dire, mais vous parlez comme il y a 50 ans, mon brave monsieur. Et au fond, moi, ça ne me dérangeait pas tellement de parler comme il y a 50 ans. Parce qu'on a un sujet sur la pêche qui est qu'on importe 70% de ce que nous consommons en termes de produits de la mer. Et la question de réinterroger aussi notre politique agricole commune sur l'aspect souveraineté alimentaire, accessibilité. Et quand on dit souveraineté, ce n'est pas simplement le fait d'avoir à manger, c'est aussi d'avoir des produits de qualité et sains à manger. Et au fond, ce pourquoi nous payons le luxe d'orienter un tiers des fonds de l'Union européenne, donc du budget pluriannuel, sur la politique agricole commune, c'est que, nous voulons maîtriser ce que nous mangeons, et nous voulons le maîtriser aussi bien dans la quantité que dans la qualité. Parce que tout ce que nous déciderons de ne pas faire chez nous, de ne pas produire chez nous, eh bien, à un moment, nous pouvons nous retrouver dans une situation qui est celle de dire nous allons l'importer. Et quand nous importons, quelle certitude avons-nous sur la qualité et la quantité de ce que nous importons. Donc un tiers du budget de l'Union européenne, et puis une politique agricole commune qui est profondément intégratrice des grands enjeux du XXIe siècle. Et ça, je crois que c'est extrêmement important à comprendre. On ne peut pas parler de lutte contre le réchauffement climatique, d'adaptation au réchauffement climatique. On ne peut pas parler de crise de la biodiversité, de lutte contre la crise de la biodiversité, sans parler d'agriculture. L'agriculture est au croisement des chemins, aussi bien parce qu'une partie de l'activité agricole est génératrice de gaz à effet de serre, parce qu'une partie de la production agricole est génératrice d'un certain nombre de pollutions de l'environnement, mais aussi parce que l'agriculture peut trouver en elle-même et trouve déjà en elle-même des solutions sur un certain nombre de sujets qui sont celles de la perte de la biodiversité, parce que l'agriculture contient aussi en elle-même la solution à un certain nombre de questions sur le changement climatique. Et donc, on a une politique qui est
à la croisée des grands défis de ce XXIe siècle. Et donc, au fond, c'est peut-être comme ça que nous avons, et je dis nous, parce qu'à la fin de l'histoire, j'ai quand même voté cette politique agricole commune. Enfin, quand je dis j'ai, je n'étais pas tout seul, nous sommes 705 députés européens, donc nous l'avons voté. D'ailleurs, c'était la même semaine que le Conseil des ministres de l'Agriculture qui a adopté sa version de la politique agricole commune, et dans lequel, justement, on a dit sur cette question changement climatique, biodiversité, tout en maintenant la capacité à produire, eh bien, nous avons dit nous allons orienter un tiers de ce tiers du budget européen sur la question de la transition environnementale. Et je crois que c'était important parce que nous l'avons fait pas simplement, alors évidemment, pour répondre aux enjeux climatiques et de biodiversité, mais nous l'avons fait aussi avec la conviction qu'il fallait donner aux agriculteurs les moyens de faire cette transition. Parce que vous ne pouvez pas dire aux agriculteurs « allez-y, mettez moins d'intrants, allez-y, et mettez moins de gaz à effet de serre », mais en même temps, si l'agriculteur ne gagne pas sa vie, vous ne pourrez pas lui demander de faire les transitions. C'est aussi simple que cela. Et donc, une politique agricole commune qui rémunère l'agriculteur, qui fait en sorte qu'il puisse vivre, qu'il fait en sorte qu'il puisse produire ce que nous mangeons, mais également qui fait en sorte, et c'est l'orientation donc d'un tiers de ce budget, aussi bien sur le premier pilier, donc c'est le volet rémunération, avec quelque chose qui a changé un petit peu dans la philosophie. Jusqu'à présent, on pénalisait ceux qui faisaient ce qui n'était pas bien. Bon, c'est logique, si vous êtes hors des clous, on vous pénalise. Mais maintenant, on rémunère en plus ceux qui ont des comportements plus vertueux que le minimum légal requis. Et donc, on dit, vous avez une espèce de bonus si vous faites mieux que la norme. C'est ce qu'on appelle les éco-régimes pour entrer dans les détails. Et puis sur le deuxième pilier, c'est-à-dire les fonds d'orientation, eh bien aussi une grosse partie qui est dédiée aux investissements, ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales et climatiques, qui ont une vocation environnementale. Donc, vous le voyez, une agriculture qui est à la croisée d'un certain nombre, et donc une politique agricole commune, qui a vocation à accompagner une agriculture qui est à la croisée de ces grands défis du XXIe siècle et qui ont été tant mis en avant pendant cette crise que nous venons de traverser. Merci Pierre Karalskine. Je vais me tourner tout de suite vers Edith Lecadre. Je disais tout à l'heure, vous êtes professeur d'agronomie à Agrocampus, notamment spécialisé sur les questions d'agroécologie. On voit que cette nouvelle PAC s'inscrit quand même dans une transformation en profondeur des modèles agricoles. Je pense à Michel Griffon qui, il y a quelques années, parlait de la nécessité d'une révolution doublement verte. On parle du retour de l'agronomie. Alors, comment est-ce que, chez les chercheurs, par exemple, comment est-ce qu'on repense ces systèmes agricoles et est-ce que le monde agricole va être capable de répondre à ce nouveau défi ? Merci pour la question. En fait, on a désormais des approches qui sont très interdisciplinaires parce que ce sont des enjeux qui sont complexes et qui ne peuvent pas être résolus par seulement une discipline. Donc l'agronomie, c'est la science, alors l'agronomie, l'agroécologie, c'est la science d'intégration disciplinaire au service de l'action. Donc on forme des ingénieurs au service de l'action qui vont aider justement à faire ces transitions. Donc on est dans ces approches qui sont interdisciplinaires. On va combiner de la physique, de la biologie, de l'écologie, de la biogéochimie. Et la difficulté est que l'on n'est pas en mesure de complètement décrire ces systèmes qui sont complexes. Et donc pour cela, on fait de plus en plus appel aux agriculteurs qui sont sur le terrain. Et donc on a des approches qui restent disciplinaires malgré tout, mais qui sont de plus en plus participatives. Ou alors l'objectif sera de faire ce que l'on appelle de la co-conception. Donc on va essayer d'apporter ce qu'on peut faire. On est en recherche assez poussée, on est en capacité d'avoir des modèles qui vont recréer un ensemble de processus écologiques, géochimiques, et qui sont capables de donner des trajectoires sur le long terme. Parce que ça, j'aimerais qu'on aborde cette question sur la question du long terme, puisqu'on a rappelé en 1960, on a promu un certain type de système dont on n'avait pas idée de sa trajectoire à long terme. Et lorsqu'on va faire les transitions agroécologiques, il faut qu'on parle aussi de ces conséquences à long terme, des petits effets additifs, incrémentaux, mais qui nous amènent sur des trajectoires dont on aura du mal à revenir en arrière si on les prévoit, si on les gère mal. Et donc, ces modèles qui nous donnent cette perspective à long terme,
et les agriculteurs, les conseillers qui nous donnent des spécificités sur les conditions très précises qui peuvent exister. L'agroécologie, c'est l'interaction des êtres vivants, de leur diversité avec l'environnement. Et donc, si on n'est pas en capacité d'avoir des renseignements précis sur l'environnement au sens large, que ce soit le type de sol, le type de climat, on risque de ne pas être très juste. Et donc, on a un profond renouvellement actuellement sur l'intégration des différents types de savoirs. Alors, on appelle ça encore des savoirs experts, des savoirs profanes. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout ce vocable-là. C'est l'intégration des différents savoirs, y compris des savoirs paysans qui sont issus d'une tradition d'observation. Alors, parfois, qui peuvent être erronés, mais parfois qui sont extrêmement justes pour pouvoir nous aider à faire cette transition agroécologique. Donc, on est vraiment dans un dialogue interdisciplinaire et de différents types de savoirs. La loi de modernisation de l'agriculture française qui avait été votée à l'initiative de Stéphane Le Foll, elle avait prévu justement ces groupes d'innovation en fait, qui rassemblent des agriculteurs. Est-ce que pour vous, c'est une des solutions, c'est-à-dire innover sur les territoires, partager les connaissances ? C'est juste indispensable. Ça avait été une excellente initiative qui avait mis en avant qui avait permis un ensemble, une belle dynamique. La recherche, elle est souvent mise dans sa tour d'ivoire, où elle s'auto-protège aussi peut-être dans sa petite tour, alors ivoire ou je ne sais pas quoi. Et en fait, il faut qu'on s'ouvre, et pour pouvoir aider au dialogue, parce que on a parfois des difficultés à expliquer ce que l'on fait, et on a du mal à répondre de manière binaire à des questions qui sont oui ou non. Et on a du mal à répondre à des questions qui sont en dehors de notre champ de compétences parce qu'on ne veut pas répondre lorsque l'on n'est pas expert dans le domaine, parce que c'est trop dangereux. On risque de faire des discours qui sont soit imparfaits, alambiqués, qui ne sont pas justes. Et donc, cette initiative que vous avez rappelée, elle était vraiment excellente parce qu'elle permettait d'expliquer ce que l'on faisait, de convaincre et de faciliter l'adoption de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire. Et l'adoption, l'innovation, elle ne peut être acceptée que si on l'a expliquée et si elle a été voulue par l'ensemble des acteurs. Donc il faut arrêter de dire un peu une approche top-down. On va dire c'est comme ça qu'il faut faire. Si les gens n'en veulent pas, ça a beau être magnifique sur le papier, ça ne sera pas utilisé. Donc il faut que l'ensemble des acteurs puissent être ensemble pour pouvoir choisir la bonne trajectoire. Alors, vous dites la nécessité de se projeter effectivement sur le moyen et long terme, sachant qu'effectivement, l'Europe, pour la première fois, est capable de se fixer des objectifs sur le plan de réduction des gaz à effet de serre. Alors, l'agriculture est à la fois émettrice de gaz à effet de serre, elle peut aussi apporter des solutions. Comment est-ce que vous voyez déjà des pistes de transformation dans votre travail pour apporter ces solutions ? Oui, il y a... Alors, quand je fais mon premier cours à l'école à Agrocampus, avant j'ai travaillé à Montpellier Supagro, donc il y a une autre école publique d'ingénieurs agronomes. Et le premier cours que je fais, il s'appelle dans une UC, une unité pédagogique qui s'appelle Enjeux et défis. Et donc, on a des étudiants qui arrivent, ils ont 20, 21 ans, et ils sont très anxieux par rapport à cette urgence climatique, à cette érosion de la biodiversité dont on a parlé, parce que c'est le monde qu'ils ont et qu'ils vont avoir ensuite. Et donc, en fait, plutôt que de rappeler l'érosion de la biodiversité, changement climatique, je mets l'accent sur les solutions, en leur disant, actuellement, on a un panel de solutions. Alors, est-ce qu'elles sont utilisées? Est-ce qu'elles sont incitées? Ça, c'est une autre question. Mais oui, on peut avoir de l'espoir. Je veux dire, on n'a pas à sauter par les fenêtres. Il existe un certain nombre de solutions. Et je dirais que si je devais le résumer, c'est autour de la diversité des productions, de la diversité des cultures qui peuvent être mises sur un territoire. Alors, on peut le mettre le mettre en musique de différentes manières, soit en mettant différents types de cultures dans un même champ, on appelle ça des cultures associées, ou alors on peut les mettre dans l'espace, dans le temps, les faire se succéder dans le temps. Parce que si on augmente la diversité des productions, et j'inclus ici les productions animales, on va favoriser donc ça s'appelle la diversité planifiée, que l'agriculteur choisit.
Et à cette diversité planifiée va se développer ce qu'on appelle la diversité associée. Et donc qui peut se mettre en place parce qu'il y a plus de diversité spécifique, donc d'espèces, et génétique. Donc une même espèce peut être présente exister sous différents types de génotypes. Donc un insecte qu'on appellerait, je sais pas, un carabe, il peut être bleu, il peut être rouge, il peut être vert, bon, mais ça reste un carabe, ça reste la même espèce. Les êtres humains, on est tous différents, mais on est l'espèce humaine. Et donc, lorsque l'on a cette diversité planifiée, cette diversité associée, ensemble, cette diversité va être à l'origine de processus qui sont modulés par les activités biologiques et qui soutiennent un ensemble de services écosystémiques. Donc si on arrive à faire ça, si on arrive à augmenter la diversité planifiée et associée, on risque, alors c'est connoté négativement. Donc on aura la chance de pouvoir faire face à un certain nombre d'enjeux auxquels on doit répondre. Merci beaucoup. Je me tourne vers Stéphane Perrin. Alors, vous intervenez aujourd'hui, vous êtes vice-président de la région Bretagne. Je disais tout à l'heure que s'il y a une région qui est regardée, enviée, critiquée, souvent dès qu'on parle d'agriculture, c'est la Bretagne. Mais on oublie parfois que la transformation vécue dans les années 60, 70, 80, il y avait une exposition il y a quelques années à l'Écomusée de Rennes qui parlait du grand espoir qu'a été cette transformation de l'agriculture bretonne, qui fait qu'aujourd'hui, la Bretagne produit 58% des porcs français, 33% des poulets, 41% des dindes, presque un quart de la production laitière. Donc il y a eu, la Bretagne a été capable d'innover, de répondre à des objectifs quantitatifs. On mesure aujourd'hui les effets négatifs, notamment sur le plan environnemental. Alors comment est-ce que aujourd'hui, vous, en Bretagne, la région, accompagne cette transformation, c'est-à-dire en répondant à ces nouveaux objectifs environnementaux et climatiques, mais sans renoncer pour autant à la souveraineté, j'allais dire alimentaire, non pas de la Bretagne, mais de la France et de sa contribution à l'Europe? Oui, bonjour à tous. C'est vrai que la Bretagne vit intensément les dilemmes et les enjeux qu'a évoqué Pierre tout à l'heure, avec une forme d'injustice, c'est vrai, parce que les caractéristiques géologiques, hydrologiques font qu'en Bretagne, les erreurs, elles se payent cash et elles se voient. On parle des algues vertes. Je ne suis pas sûr que si on allait regarder la qualité des sols dans les grandes plaines céréalières d'Île-de-France ou dans les vignobles, dans certains grands vignobles, je ne suis pas sûr qu'on aurait des résultats de meilleure qualité, mais c'est moins visible. Ceci dit, ça provoque une intensité des débats beaucoup plus forte qu'ailleurs, et peut-être qu'on avance plus vite qu'ailleurs. Il faut se le dire aussi, pour ne pas être dans un discours en Bretagne uniquement dépressif sur les sujets agricoles. Alors c'est vrai que le débat, on sort d'une séquence sur les élections régionales avec un débat, si je le résume, mais à peine en le caricaturant, c'est qu'on produit, je crois que le chiffre c'est pour 20 millions de personnes, et il y a 3 millions d'habitants en Bretagne. Donc il y a ceux qui nous disaient, écoutez, halte à ce productivisme, et on produit pour nous-mêmes, point. Donc on produit pour 3 millions d'habitants. Alors vous imaginez ce que ça implique derrière comme casse sociale, comme casse dans les territoires, ce que ça pose aussi comme problème d'acheminement de l'alimentation, y compris dans les villes. L'exemple aussi qu'on donne souvent, il y a 1,2 million d'œufs consommés chaque jour à Paris. Bon, vous n'allez pas faire de la production d'œufs à Paris, la ville de Paris, en circuit court. Chacun ne va pas prendre 3 ou 4 poules sur son balcon. Donc on voit bien qu'il faut quand même assurer l'approvisionnement de nos grandes métropoles. Et je dis ça en plaisantant, mais le sujet, il est quand même là. Si on le ramène quand même aux enjeux très concrets, il est quand même celui-là. Il y en avait d'autres qui nous disaient, mais écoutez, il faut continuer comme on a toujours fait. Effectivement, on a le rôle de nourrir la France, sinon plus, et donc ne changeons rien. Bon, on voit bien qu'en réalité, le sujet, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre les deux enjeux. Le président du conseil régional a trouvé une formule qu'on a un peu piquée aux pêcheurs, et que Pierre connaît bien. Les pêcheurs parlent de taux, les fameux TAC et quotas, les taux maximum de capture, les taux autorisés de capture. C'est au fond ce que vous pouvez prélever dans la ressource sans la remettre en cause.
C'est ça, Pierre, je ne me trompe pas. Bon. Au fond, l'idée, c'est d'arriver à peu près à la même cible s'agissant de la production agricole sur la production maximum durable, c'est-à-dire le bon niveau de production, celui qui nous permet d'assurer l'alimentation des populations, le niveau au-delà duquel on met en péril notre environnement, mais le niveau en deçà duquel aussi on met en péril les exploitations agricoles. Sachant que derrière, il y a des enjeux d'entretien, d'aménagement du territoire qui sont très forts. Alors on avait commencé, d'ailleurs en nous appuyant beaucoup sur ce que permettait déjà la PAC, il faut le dire, sur les mesures agri-environnementales et climatiques, et l'idée au fond c'était d'accompagner les exploitations, parce que, comme vous le disiez et comme le disait Pierre, on en demande beaucoup aux agriculteurs, mais il faut aussi leur assurer une rémunération, et donc on a beaucoup mobilisé ces mesures agri-environnementales et climatiques dans le précédent mandat, pour que les exploitations agricoles retrouvent des modes de production où effectivement on recourt moins à la chimie, parce que la chimie c'était un peu la solution de facilité, mais moins de chimie, c'est faire plus d'agronomie, effectivement, et plus d'agronomie, ça suppose d'abord de basculer d'un système de production à un autre, donc il faut permettre aux exploitations agricoles d'assurer cette transition, c'est changer de production avec aussi des effets qui sont intéressants parce que c'est moins d'import d'intrants chimiques, mais ça peut être aussi moins d'import de soja. Nous importons beaucoup de soja de l'étranger pour notre production animale. Probablement que si nous produisons de la protéine végétale en France et en Bretagne pour nourrir ces animaux, nous aurons aussi un double effet, un double bénéfice. Donc c'est tout ce travail-là que nous conduisons. Il faut faire virer un paquebot, donc ça ne se fait pas en un instant T. Les effets visibles que j'évoquais tout à l'heure, ils vont continuer à persister pour faire descendre un niveau de nitrate dans une rivière ou dans une nappe phréatique. Eh bien, il faut beaucoup de temps. Il y a beaucoup de latence, il y a beaucoup d'inertie dans ces systèmes naturels. Donc, évidemment, politiquement, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a une exigence d'immédiateté qui est de plus en plus forte sur le respect de ces enjeux environnementaux. Mais là encore, il faut qu'on sache reconnaître les objectifs qui ont été tenus. Les normes européennes ont quand même un peu botté les fesses à tout le monde. Je ne sais pas si on y serait arrivé sans l'Europe, par exemple sur la qualité de l'eau. C'est par les directives européennes et directives cadres qu'on a progressé sur la qualité de l'eau. Bon, l'eau, il y avait des contentieux communautaires, des contentieux européens devant la Cour partout en Europe. Nous avons été une des premières régions à sortir de ces contentieux européens, quand d'autres d'ailleurs commençaient à y entrer. Donc c'est pour ça que les modifications des outils de production, les modifications des modèles de production, ces modifications-là, elles sont en cours, elles sont en réalité déjà engagées. Ce que nous espérons, c'est que la PAC, nouvelle formule, nous donnera les outils pour continuer. Alors, il y en a une partie qui est de la responsabilité, effectivement, de l'Union européenne, mais je crois comprendre, au travers de cette nouvelle PAC, du Green Deal, etc., que tous ces enjeux-là sont très bien pris en compte. Après, il y a la capacité qu'on nous donnera, nous, dans les territoires, mais c'est plus notre interaction par rapport à l'État, à pouvoir mobiliser ces moyens à notre main. Bon, on avait effectivement demandé à l'État de nous laisser la main sur ce qu'on appelle le premier pilier de la PAC, celui qui est plutôt dédié aux aides à la surface. Bon, on n'a pas eu cette possibilité-là, mais on doit trouver quand même les moyens d'agir. Et puis, il y aura d'autres sujets autour de tout ça qu'il faudra gérer. Il y a des sujets d'installation et comment on forme aussi les nouveaux agriculteurs à ces nouvelles techniques de production. Alors, je dis nouvelles techniques de production, moi je ne suis pas agronome. J'ai l'impression que parfois c'est refaire de l'agronomie qui est quelque chose, qui est une compétence qu'on avait peut-être un peu perdue à cause de l'utilisation un peu facile de la chimie. Mais l'installation, il faut maîtriser le foncier agricole. Ça, c'est un vrai enjeu en Bretagne. Préserver les terres agricoles, parfois contre une urbanisation qui est un peu dévorante. Alors, il y a la loi climat résilience qui vient d'être votée, qui va nous donner aussi des outils. Et puis, maîtriser la formation aussi des agriculteurs, parce que avec les lycées agricoles, avec les CFA, avec les maisons familiales et rurales, on a tout un réseau quand même qui doit nous permettre d'impulser ces nouvelles pratiques. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, moi, je reste quelqu'un d'optimiste. On doit pouvoir continuer à être une grande région de production agricole. Et je pense qu'on peut même être une région innovante
exemplaire en matière de qualité environnementale. Alors je sais bien que ce n'est pas spontanément la qualité qu'on nous prête. Probablement qu'il y a des effets d'image qui vont mettre un peu de temps à changer, mais moi je vois déjà des résultats très concrets qui sont constatés, et je dis souvent qu'on le doit d'abord aux agriculteurs, qui sont très critiqués, mais les améliorations sur la qualité de l'eau, par exemple, on le doit à l'évolution des pratiques agricoles. Alors, quand on est en Bretagne, qu'on vit dans notre périmètre breton, on n'a peut-être pas conscience de cette action qu'on a déjà mise en œuvre. Quand j'élargis la focale, encore une fois, à d'autres régions françaises ou européennes, je pense que nous avons quand même engagé quelque chose qui est un peu innovant et qui est un peu en avance et qu'il faudra maintenir. Le tout maintenant, c'est de maintenir ça dans la durée. Merci. Marie-Cécile Damave, donc je disais, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes chef de l'innovation et des affaires internationales à Agridé. Alors peut-être expliquez-nous ce qu'est ce think tank, hein, qui est rattaché à la SAF, la Société des agriculteurs français, et puis peut-être préciser quelles sont les grandes innovations qui vous semblent aujourd'hui importantes. Quel virage faut-il faire pour répondre à ces nouveaux objectifs production alimentaire, mais aussi aux objectifs climatiques? Est-ce que ça marche? Oui. Merci de la question. Donc, Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole qui appartient à la Société des agriculteurs de France, elle-même une très vieille association créée par et pour les agriculteurs en 1867. Donc, un très vieux think tank, comme vous pouvez le voir. On est une petite dizaine de personnes, on est basé à Paris et en fait on s'interroge sur les orientations, les nouvelles orientations, les démarches de progrès en fait pour les agriculteurs aujourd'hui et demain, avec un souci d'éclairage pour les acteurs de la production agricole et en fait de toute la filière et les filières agricoles, agroalimentaires et non alimentaires sur les opportunités à saisir demain. Voilà, donc voilà pour la présentation du think tank. Donc moi, je suis en charge des questions innovation et affaires internationales. Et en fait, je voudrais, juste avant de passer au volet innovation, ce qui me semble intéressant dans cette table ronde, c'est que peut-être que la politique agricole commune avait un peu oublié l'objet premier, en fait, pour lequel elle avait été conçue au départ, qui était la sécurité alimentaire de l'Europe, qui n'était pas assurée au départ en fait à l'après-guerre lorsqu'elle a été mise en place. Et en fait, l'idée, c'était que l'Europe soit capable de nourrir ses populations avant tout. C'était ça le mandat. Et on avait un petit peu oublié ça parce que l'Europe est devenue très productrice et même exportatrice nette en fait de produits agricoles et alimentaires dans le monde, jusqu'à devenir le numéro 1 ou numéro 2 avec les États-Unis au niveau international. Donc c'est pas rien. C'est une vraie réussite de cette politique. Et peut-être que, ayant cette habitude de performance en fait économique en termes de production et d'exportation, on avait peut-être oublié le fait que, en fait, ça n'est pas un acquis. On peut devenir, tout d'un coup, il peut y avoir un souci en termes de sécurité alimentaire. On a vu l'accident qu'il y a eu au niveau sanitaire avec le Covid-19. Hein. On a tous été témoins très choqués en fait, par la brutalité en fait, de ce gros problème sanitaire. Et bien, en fait, en termes agricoles, il peut se passer la même chose. Il peut se passer la même chose. Il peut y avoir une invasion de ravageurs, un incident climatique, un vrai souci plus ou moins naturel, en fait, qui empêche finalement de nourrir les populations pour des raisons vraiment biologiques et naturelles et qui ne sont pas du fait de l'homme. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, avec cette crise du Covid-19, on se rend compte qu'il y a cette urgence de nourrir les populations parce qu'il y a eu des problèmes d'acheminement au départ. Hein, l'année dernière, il y a 18 mois, il y a eu des problèmes d'acheminement de l'alimentation, des produits agricoles et agroalimentaires dans les rayons, etc. Et on s'est dit, tiens, c'est pas indu finalement. Il y a toute une logistique derrière, il y a beaucoup d'acteurs, etc. Donc ça remet un petit peu le cœur du sujet au milieu des discussions. Madame a parlé de transversalité tout à l'heure et effectivement en termes de recherche scientifique c'est ce qui se passe, mais il y a aussi une transversalité au niveau des politiques publiques et au niveau des politiques européennes. En fait le monde agricole n'est pas seulement impacté par la PAC ou par la fameuse stratégie de la ferme à la table, hein, de Farm to Fork,
qui fait partie de ce fameux Green Deal. Et il y a aussi des tas d'autres politiques ou stratégies européennes qui impactent directement l'agriculture. Et le monde agricole a des opportunités à saisir. Je pense par exemple à tout ce qui est économie circulaire, stratégie économie circulaire. Je pense à la stratégie européenne pour la bioéconomie. La bioéconomie, c'est l'économie du vivant, l'économie biosourcée, qui en fait permet de se passer progressivement du pétrole. Ça rejoint un petit peu les discussions qu'il y a eu lors de la première table ronde avec les questions énergétiques. Il était question de biogaz vert et de gaz vert. Et en fait, les agriculteurs aujourd'hui sont eux-mêmes producteurs d'énergie, d'électricité. On parlait du gaz vert, il y a également les biocarburants. Donc, il y a évidemment, on a parlé tout à l'heure de la politique européenne en matière de recherche, Horizon Europe, qui fait suite à Horizon 2020. Il y a toute une série en fait, de politiques publiques au niveau européen qui impactent l'agriculture dans sa transition, justement transformation, transition, non seulement au niveau de la production agricole, mais aussi au niveau des transformations. On parle aussi de transition alimentaire. Aujourd'hui, la manière de consommer les aliments en France et en Europe évolue. On a aujourd'hui à peu près un équilibre protéique entre 60-70% protéines animales et puis 30-40% protéines végétales. Les recommandations nutritionnelles, elles sont pour un rééquilibrage à 50-50. Donc ça veut dire une végétalisation de l'assiette. Donc ça veut dire diversifier en fait l'offre de production végétale pour l'alimentation humaine. Et là, il y a énormément d'innovation à ce propos-là. Et puis donc, dernière transition, la transition, on va dire, industrielle, dans laquelle l'agriculture s'intègre également. Je parlais de la bioéconomie tout à l'heure. Donc, il y a les énergies, mais il y a aussi les cosmétiques qui sont un secteur à haute valeur ajoutée et qui permet d'intégrer de plus en plus de biomasse agricole pour créer de la valeur et en fait, surtout donner de la valeur à des coproduits qui étaient auparavant des déchets dans une démarche de circularité, d'économie circulaire. Je pense aussi aux bioplastiques. Voilà, les plastiques aujourd'hui, comment vivre sans plastique, c'est compliqué. On sait bien les dégâts que ça fait en termes environnementaux au niveau international. Eh bien, il y a une possibilité de générer des plastiques non seulement biosourcés à partir de la biomasse, par exemple agricole, et qui sont au bout du compte, en ayant un raisonnement de fin de vie, en fait, dès la conception du produit. On parle d'éco-conception. Qui sont des produits biodégradables et compostables. Donc voilà un autre exemple. Et donc sur le volet innovation, pour répondre à ces trois impératifs de transition, ce qui est très intéressant aujourd'hui, et je rejoins l'optimisme général qu'il y a autour de la table, quand on travaille dans le monde agricole aujourd'hui, c'est facile d'être optimiste, franchement. Étant donné le dynamisme des innovateurs, des jeunes gens qui créent leurs start-up, il y a des écosystèmes innovants aujourd'hui partout en France, des hubs d'innovation, des clusters, des pôles de compétitivité. Je vois que le Crédit Agricole est présent ici. Il y a les villages Baïséa qui sont des incubateurs de start-up un petit peu partout en France. Et en fait, il y a énormément de jeunes qui ne sont pas issus forcément du monde agricole, qui sont souvent dans les data sciences, les sciences de la donnée, des mathématiciens, un peu des geeks, on va dire, des informaticiens, et qui en fait aujourd'hui, avec toute cette science de la donnée, permet aujourd'hui à l'agriculture de devenir de plus en plus numérique, d'utiliser les outils numériques de plus en plus, et d'aboutir à une agriculture de plus en plus précise. On parle d'agriculture de précision, et qui permet finalement, effectivement, de sortir de la chimie. Mais je ne suis pas sûre que sortir totalement de la chimie soit souhaitable. Ce qui est intéressant, c'est d'élargir le panel des solutions et de faire appel à une boîte à outils, en fait, en utilisant bien sûr les savoirs, les connaissances, les habitudes, et en ayant une démarche effectivement un bottom-up avec ce qu'on appelle les living labs en bon français, donc des laboratoires d'innovation qui sont effectivement à l'initiative des agriculteurs eux-mêmes et qui intègrent des chercheurs également, et puis des industriels, des grands groupes et des start-up. C'est assez intéressant de voir tout cet écosystème qui se met en place aujourd'hui, que ce soit, je
je ne sais pas, dans la robotique agricole, dans tout ce qui est agroéquipement, dans les diagnostics carbone. On a parlé tout à l'heure de l'agriculture et du changement climatique. L'agriculture a cela de particulier avec la forêt, c'est qu'elles sont capables de capter du carbone. En fait, non seulement elles doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour répondre aux enjeux climatiques, mais elles sont également capables de générer des émissions négatives, c'est-à-dire d'être un puits de carbone et du coup d'enfouir. Et comment ? En fait, dans la biomasse, puisque la photosynthèse, en fait, c'est le mécanisme qui permet à la plante de se développer en stockant du carbone. Donc c'est quand même une belle pompe à carbone naturelle. Je m'arrête là. Donc beaucoup de solutions donc, qui sont pour certaines en gestation, pour d'autres qui sont déjà testées. Oui. Alors justement, je vais me tourner vers Édith Lecadre. Il y a des objectifs qui ont été fixés par l'Europe pour diminuer notamment 50%. On a évoqué est-ce qu'on pourrait se passer ou non de la chimie, 50% les pesticides. On voit aussi que les agriculteurs sont confrontés à des nouvelles attaques de ravageurs. On voit la peste porcine africaine qui a fait des dégâts en Chine. Donc comment est-ce qu'on renforce la résilience des systèmes agricoles et notamment sur la question, alors vous avez évoqué la question de l'agroécologie, est-ce que la France, qui est très bien positionnée sur les semences, est-ce qu'il y a suffisamment d'innovation variétale pour demain faire face à ces nouvelles attaques, par exemple ? Beaucoup de choses sont abordées dans votre propos. Alors, comment commencer ? Il est possible de se passer des pesticides. Alors l'objectif de moins 50% peut être encore plus ambitieux. On est en train de rédiger avec des collègues au niveau de l'INRAE, donc c'est l'INRA qui a évolué pour devenir INRAE. On est sur en train un article va bientôt être publié dans la sphère scientifique, mais on est en train de rédiger un livre qui essaye de montrer qu'une agriculture zéro pesticide est désormais possible. Alors, elle est possible à condition, il y a plusieurs conditions. Et dans ces conditions-là, effectivement, le levier variétal est un enjeu extrêmement important parce que les variétés dont on dispose actuellement sont des variétés qui sont extrêmement compétitives en termes de production. Elles peuvent donner d'excellents rendements. Mais elles sont à l'origine d'excellents rendements, à condition également que l'on apporte suffisamment d'eau, de nutriments et qu'on les protège. Parce que lorsque l'on crée une nouvelle variété, il y a des compromis. Il y a des compromis à atteindre. Et dans ces compromis-là, on n'a pas forcément mis en avant le compromis défense système immunitaire des plantes. Et donc, si l'on veut atteindre une agriculture ambitieuse, zéro pesticide, je vous rappelle, il faut vraiment retenir qu'il y a différents leviers possibles et parmi celui-là, la création variétale qui doit être vraiment encouragée. Alors, le patent pour créer une nouvelle variété, c'est environ 10 ans. Donc, est-ce qu'on va attendre 10 ans avant d'obtenir ces variétés-là ? Non, il y a des choses qui sont à faire dès à présent. Et même si mon voisin Stéphane Perrin disait que ça prend du temps, on ne va peut-être pas observer que les transitions, elles prennent du temps, etc. Je suis complètement d'accord, les transitions prennent du temps, mais on n'a pas le temps d'attendre. Et donc, il faut, dès à présent, soutenir des efforts de recherche, de caractérisation, y compris en agriculture et en agronomie. Et donc, ça passe des sciences fondamentales à plus loin, parce que créer une nouvelle variété, c'est beaucoup de recherche derrière, c'est des biomarqueurs, c'est des outils de phénotypage, c'est des plateformes d'expérimentation. Et est-ce que notre stratégie de soutien de la recherche, est-ce qu'elle est optimisée pour cela ? Est-ce qu'on met de l'argent dans des pôles de compétitivité, mais on en met dans quelques pôles de compétitivité ? Et voilà, bon, ça c'est une autre question. On a des politiques autour de la table, ils pourront répondre à ça. Mais en l'occurrence, oui, on peut le faire, mais il faut démarrer maintenant. Il ne faut pas attendre. Et donc, c'est là où en fait une volonté politique va être extrêmement importante. Mais vous l'avez évoqué, ce n'est pas que la question des agriculteurs.
C'est aussi la question des citoyens, des systèmes alimentaires dans un sens large. Il faut qu'on change nos systèmes, notre façon de consommer, notre façon de nous alimenter. Et ça, c'est tout de suite qu'on peut le faire. Et ça va être un continuum et une trajectoire qui est vertueuse. Merci. Alors, juste pour rebondir, je me retourne vers Marie-Cécile Damave, sur cette question de l'innovation variétale. Alors, est-ce qu'on a eu un sujet extrêmement difficile ces 15 dernières années avec les OGM en Europe? Aujourd'hui, il y a un nouveau débat qui porte sur les NBT, c'est New Breeding Technologies, donc en s'appuyant notamment sur les travaux d'ailleurs d'une Française, avec ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires. Donc la capacité aujourd'hui de la recherche, si j'ai bien compris, à allumer ou éteindre des gènes justement pour rendre une plante par exemple plus résistante. Mais il y a un débat politique. Est-ce que ça fait partie pour vous des innovations nécessaires, et est-ce que l'Europe est prête et là je me tournerai ensuite vers mon voisin pour savoir où on en est sur ces débats-là, à avancer sur cette question? Oui, c'est une bonne question. À mon avis, ce sont les techniques les plus récentes de sélection variétale dont il s'agit ici, qui ont été mises au point en fait, on va dire ces 10 dernières années. Au niveau de la recherche. Alors, il y a certaines d'entre elles qui sont encore effectivement au niveau de la recherche et d'autres qui ont déjà mis au point certaines plantes et qui sont déjà commercialisées à l'extérieur des frontières européennes. À mon avis, c'est une grande catégorie qui contient plusieurs techniques et pour moi, ça n'a pas forcément de sens de toutes les mettre dans la même catégorie. Mais en tout cas, les ciseaux moléculaires dont vous parlez, tout ce qui est édition de génome, à mon avis, ça fait partie de l'agriculture de précision dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, même la sélection variétale aujourd'hui est beaucoup plus précise qu'elle n'a été auparavant. Tout comme, je pense, la modulation qui se met en place dans un certain nombre d'exploitations agricoles aujourd'hui, qui est je ne sème plus à la même densité mes graines en fonction en fait, de la composition du sol et des besoins du sol. Je n'épand plus je n'irrigue plus ma parcelle exactement à la même dose partout parce que certaines parties de la parcelle ont des besoins qui sont différents d'autres. Même chose pour les pesticides, par exemple je pense aux désherbants. Il est possible aujourd'hui, avec une agriculture de précision, d'utiliser un appareil qui permet simplement de pulvériser au bon endroit. C'est-à-dire pulvériser uniquement les mauvaises herbes et ne plus pulvériser partout sur la parcelle. Ça, c'est possible aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et donc, je fais le parallèle avec ces techniques de génétique qui sont précises et fines. Et oui, je pense que ces techniques sont utiles aujourd'hui pour répondre à tous ces enjeux et de souveraineté alimentaire, et climatique, et de transition agricole. Et elles sont importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont puissantes, parce qu'elles sont précises et aussi parce qu'elles sont rapides. On a parlé plusieurs fois de l'urgence ici, dans cette table ronde ou dans la précédente. Comment répondre rapidement en fait, aux enjeux du changement climatique tout en continuant à nourrir les populations. Ces techniques-là, elles permettent d'accélérer la sélection variétale. C'était un argument qui avait déjà été avancé du temps des OGM, il y a 30 ans, maintenant ça commence à faire longtemps, mais c'était pas cette notion d'urgence et de rapidité dont on a besoin par rapport à ces 10 ans, voire 15 ans de mise en place d'une nouvelle variété par des techniques classiques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les urgences combinées de ces différents enjeux nous conduisent à effectivement intégrer ces techniques dans la boîte à outils. Pierre Karleskind, est-ce que l'Europe débat là, de ces NBT? Est-ce qu'elle est prête à avancer? Comment est-ce que vous voyez de ce que vous observez dans les allées du Parlement européen sur ces questions à la fois de nouvelles techniques de sélection variétale, de recherche aussi, de soutien à la recherche? Alors, l'Europe ne fait pas que débattre, elle agit de temps en temps quand même. Et les uns et les autres l'ont abordé d'une façon ou d'une autre. Vous évoquiez tout cet écosystème de start-up qui se développe. Or, de façon générale, pas spécifiquement sur l'agriculture, mais l'Europe accompagne évidemment l'innovation, surtout les volets innovation. Et d'ailleurs, bien souvent,
en lien et en articulation avec les politiques régionales. Pour avoir été conseiller régional pendant quelques années, je l'ai vu concrètement, et c'est extrêmement important de dire que de toute façon, cette recherche, elle n'est pas uniforme sur l'ensemble de l'Europe, mais elle se nourrit et elle s'instruit de ce qui se passe sur les différents territoires. Et puis, il y a un grand programme de recherche. Donc, la politique agricole commune, c'est environ, je n'ai plus en tête le montant, mais c'est un peu plus de 300 milliards d'euros. C'est un tiers du budget de l'Union européenne. Et puis, sur le nouveau programme, le budget pluriannuel 2021-2027, il y a quasiment 100 milliards d'euros sur la recherche, pas que agricole, mais il y a 100 milliards d'euros sur la recherche et l'innovation qui vont aller abonder tout ça. Et puis, en fait, en début dès que la Commission européenne a pris ses fonctions, fin 2019, elle a s'est posé la question, est-ce que nous pourrions imaginer, de la même façon qu'au début, en 1960, John Kennedy dit, avant la fin de la décennie, nous irons sur la Lune. Eh bien, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en Europe, on se fixe des objectifs quasiment aussi ambitieux, transformants et qui ont un effet sur le monde? Et en fait, 5 missions ont été confiées à 5 personnalités. Il y a une que je connais bien parce qu'elle est sur les océans, mais je ne vous en parlerai pas, encore qu'on peut en parler. Mais il y en a une qui porte sur les sols et sur la qualité des sols. Faisant l'analyse, c'est un des sujets qui a été abordé sur le foncier agricole, sur la préservation du foncier agricole, mais il n'y a pas que la préservation en quantité, il y a la préservation en qualité. Il ne faut pas oublier quand même que le pourtour méditerranéen, dans une acception large, si on regarde l'ensemble du globe, donc c'est y compris nous, est quand même en grande partie cultivé, utilisé depuis des années, des siècles et des millénaires. Et donc on a un sol qui finit par être le réceptacle de notre activité, qui finit par intégrer toutes nos activités. Et donc on se pose aujourd'hui la question de comment est-ce qu'on fait en sorte que nos sols retrouvent leur qualité. Parce que c'est à la fois un sujet en termes de biodiversité, c'est un sujet en tant qu'utilité des écosystèmes à capter le carbone. Et puis, accessoirement, si on n'a plus des sols qui sont capables de produire, c'est une question sur notre souveraineté alimentaire. Donc, une des 5 missions a abouti à faire le pari de la restauration de la qualité des sols européens à l'horizon 2030. Et l'objectif sur chacune de ces 5 missions, c'est de déployer, alors ce n'est pas encore totalement déployé sur toute la programmation, mais c'est de déployer quasiment 1 milliard d'euros pour la recherche et l'innovation dans chacune des 5 missions. Et donc, ça a été identifié comme un des grands sujets transformants pour l'Union européenne dans les années qui viennent. Donc, ce sujet, il est très présent. Ce sujet, il fait l'objet d'actions et de financements concrets. Et c'est à l'évidence, en tout cas, moi, je me souviens dans les débats que nous avons eus au moment de l'adoption de la politique agricole commune, ça a été un des sujets extrêmement présents dans les débats que nous avons eus. Merci. Edith, le cadre sur nouvelles technologies de sélection variétale comme les NBT, protection des sols, est-ce que c'est deux leviers qui vous semblent intéressants? Alors, concernant les NBT et la technologie CRISPR-Cas9, donc c'est les fameux ciseaux moléculaires. Bon, pour le moment, cette technique, elle est apparentée à créer des OGM. Et pour le moment, c'est interdit en France et en Europe parce que la société a rejeté. Et c'était un débat qui a animé nombre de personnes. Hein. Tout le monde a entendu parler des faucheurs volontaires, etc. Donc, alors, est-ce que l'urgence auquel on doit faire face nous oblige à nous affoler et à courir dans tous les coins et à adopter tout ce qui peut sembler intéressant? J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre parce que on a parlé d'adoption, d'acceptabilité. Eh bien, ça doit être mis sur le débat, ça doit être mis sur la scène publique. C'est un levier. C'est certain, mais il faut quand même rappeler que ces NBT, ils sont aussi utilisés, on sait le faire, mais on les utilise pour l'exportation, mais parce que nous, on n'en voulait pas. Donc, du coup, je me pose la question, et il existe d'autres moyens de créer des variétés, alors peut-être un peu moins vite, mais qui auront eu le mérite d'être peut-être plus accompagnés par une discussion, par une meilleure écoute aussi peut-être des besoins des utilisateurs qui seront les agriculteurs.
Donc peut-être, mais je pense que ça doit être débattu et que ça doit être intégré par l'ensemble des personnes qui composent notre société. Alors, qualité des sols, oui, ça c'est fondamental. Ça c'est sûr que c'est fondamental parce que dans nos écosystèmes terrestres, le sol abrite un grand nombre de ces fameuses fonctions écologiques qui soutiennent les services écosystémiques, qui sont donc les services que rendent les écosystèmes à l'espèce humaine. Et donc, préserver la qualité des sols, c'est essentiel. Alors, comment est-ce qu'on préserve la qualité des sols ? Des pratiques plus rationnelles, des systèmes de culture qui permettent d'incorporer de la biomasse. Et on en a plusieurs. Alors, j'ai parlé des cultures associées, parce que ce type de culture associée, donc on met 2 espèces au lieu d'en mettre qu'une. Alors, il y a des intérêts pour la protection des cultures, dès lors que l'on évite une homogénéité génétique. Si vous avez un pathogène qui arrive et qui voit qu'une seule espèce, bon, ben c'est open bar ou buffet à volonté pour lui, quoi. Non, alors que s'il a 2 espèces, bon, ben, ça le limite déjà, et puis il y a des effets de barrière physique, etc. Donc c'est intéressant pour limiter les intrants, et c'est intéressant parce qu'il a été prouvé dans plusieurs méta-analyses. Donc une méta-analyse, c'est on regroupe des données qui sont obtenues par des équipes partout dans le monde, et on essaye de voir si vraiment il y a un effet majeur qui se dégage, et qui n'est donc pas conditionné à une étude localisée, où l'environnement pourrait maximiser ou diminuer la généralisation qu'on pourrait avoir. Et donc, il existe des méta-analyses qui montrent que ces systèmes à 2-3 espèces tendent à être beaucoup plus productifs que même des champs cultivés où il n'y aurait qu'une seule espèce. Et si on est plus productif, on a plus de rentrée de biomasse dans les sols. Et alors, ça peut se faire avec des cultures annuelles, mais ça peut être aussi fait lorsque l'on associe des cultures avec des arbres. Et pour ça, la région Bretagne, elle a eu une politique d'incitation à replanter, en tout cas à préserver le bocage, les haies, même si ce n'est pas simple, mais on pourrait aussi promouvoir en fait de l'arbre, ce qu'on appelle de l'agroforesterie intraparcellaire, parce que l'arbre va stocker beaucoup plus de carbone dans sa biomasse, mais possède également des racines profondes qui vont injecter du carbone en profondeur. Et ce carbone qui est en profondeur, il est protégé. Il est protégé de tout changement d'usage des terres, parce que si on stocke le carbone uniquement de manière superficielle, il suffit d'un labour, d'un retournement, de quoi que ce soit, pour que ce carbone reparte dans l'atmosphère. Donc c'est ce stockage à long terme que l'on doit rechercher. Et je reboucle de fait sur la sélection variétale. On sait aussi, donc ces fameux compromis dont j'ai parlé au début de mon intervention, eh bien on peut peut-être mettre d'autres objectifs à la création variétale qui sont la production, et on restera bien entendu sur ce critère-là, mais peut-être d'autres services que peuvent nous rendre des espèces cultivées, notamment en stockage de carbone. Donc oui, la qualité du sol, c'est vraiment essentiel, et ça a été long à faire admettre, parce que le droit, à qui appartient le sol, ben, c'est pas forcément, je crois qu'en France c'est au propriétaire, à celui qui a la terre, sauf que comme c'est un bien qui pourrait être évalué comme commun de par ses fonctions écologiques, ça a mis du temps à voir le jour. Mais on parle beaucoup des terres cultivées, évidemment. Enfin, je voudrais quand même rappeler que les océans occupent quand même beaucoup plus de place sur la planète, et donc la préservation des océans, c'est essentiel également pour le stockage de carbone. Les puits de carbone sont également dans les océans, et les forêts. Et les forêts, alors tout le monde a entendu parler des feux en Amazonie. Et donc, voilà, préserver les forêts françaises, préserver les forêts qui sont extrêmement productives, qu'on va retrouver en Amazonie, en Équateur, c'est essentiel. Et pourquoi c'est essentiel ? Parce que je reviens cette fois-ci à l'agriculture. Elles stockent du carbone, mais également ces forêts, en fait, elles sont menacées par une utilisation pour des produits agricoles. On déforeste pour produire du soja qu'on importe chez nous. Bon, et ne me branchez pas là-dessus, sinon je développe encore plus. Merci. Oui. Si je peux me permettre, je viens de parler d'une des missions sur la restauration de la qualité des sols, et une des autres 5 missions qui
ont été mises en place, c'est la restauration des océans et de la qualité des milieux aquatiques. Voilà. Et si je peux ajouter quelque chose aussi sur les sûr. sols, effectivement, les sols aujourd'hui, c'est vraiment le sujet central de tas de travaux de recherche et de mise en place de bonnes pratiques. On parle aujourd'hui d'agriculture régénératrice pour régénérer justement leur qualité. On parle aujourd'hui de santé des sols. Santé des sols qui est en lien avec la santé des plantes, la santé des animaux et la santé des humains. C'est le concept de santé globale, One Health, qui est devenu un concept même dont la politique s'est emparée et qui, je crois, sera une des priorités de la présidence française au premier semestre de l'année prochaine. Merci. Stéphane Perrin, cette question des sols, la qualité des eaux, concrètement, comment est-ce que la Bretagne, qui a effectivement une politique d'arrachage des haies subventionnée pendant une période, comment est-ce qu'elle revient sur ce sujet et comment est-ce qu'elle accompagne les agriculteurs ? Déjà, on peut se satisfaire. Je crois que c'est la première année où on est à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'a pas arraché plus de haies qu'on en a planté. Donc on est en train de préserver le linéaire de haies. Vous voulez dire ce qui reste ? Ce qui reste. Voilà. Mais ça veut dire qu'on replante pour faire ça. On replante et on commence à reprendre le chemin. Mais moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. J'ai vécu, j'ai vu mes grands-parents dans les années 80. C'était les périodes des grands remembrements agricoles où on arrachait toutes les haies, on faisait des grandes parcelles, on drainait. Enfin bon, bref, on était sur le modèle encore qui était la lancée. Vous avez raison. Quand il faut se projeter sur le long terme, quand on lance et quand on oriente une politique, on était encore dans cette idée qu'il fallait être dans la production agricole objectif premier sans s'occuper du reste. Et on est arrivé effectivement au bout de course dans les années 80 à ce système-là sur lequel on revient déjà. Donc c'est pour ça que je veux rester optimiste. Le sujet maintenant, c'est effectivement qu'on ne peut pas mettre à la charge des agriculteurs tout le boulot. Et par exemple, la question qui se pose aujourd'hui à nous très concrètement, c'est que si on accroît le linéaire de bocage, ce bocage, il s'entretient. Et on ne peut pas imaginer que ça soit le seul boulot de l'agriculteur. Il se trouve qu'on a des moyens aussi de valoriser au plan énergétique ces haies et le produit de ces haies. Donc il faut qu'on trouve le moyen aujourd'hui de construire un outil, un écosystème, là aussi, qui permette que non pas l'agriculteur, mais la collectivité ou un collectif d'une manière ou d'une autre puisse s'approprier tout ce linéaire de haies et puisse l'entretenir et puisse ensuite le préserver, puisqu'effectivement c'était intéressant de vous entendre sur le fait que ça permet de préserver dans le long terme des puits de carbone et ensuite de le valoriser d'une manière ou d'une autre. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas imaginer de le mettre à la charge des seuls agriculteurs. Ça veut dire aussi de préserver le foncier. Je reviens sur ce sujet-là. Alors, il y a tout simplement de préserver la propriété du foncier et d'être en capacité, alors d'abord effectivement de ne pas le détruire pour d'autres usages. Quand vous êtes dans une région qui est très attractive et qui accueille beaucoup de nouveaux habitants, ça crée une première tension. Et puis ensuite, il faut préserver des exploitations agricoles qui sont à taille humaine. C'est aussi notre projet de préserver des exploitations de type familial. Donc il faut éviter qu'il y ait des stratégies de prédation. Alors on n'est pas dans des territoires où, comme dans Lyon, enfin dans ces territoires-là, on commence à voir des grandes multinationales ou des Chinois venir acheter des terres, parce qu'on sait que c'est un danger, mais qui est directement lié au sujet de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que, je ne sais pas si demain on fera la guerre pour le pétrole, mais on risque de la faire pour l'eau et pour l'alimentation. Et donc on voit bien qu'il y a dans la géopolitique mondiale, il y a aussi ces questions-là qui se posent. Alors, on n'en est pas là en Bretagne, fort heureusement, mais il faut préserver aussi la capacité des exploitations à maîtriser le foncier. Et si vous me permettez, j'ajoute 2 éléments qu'on n'a pas encore évoqués dans le débat. Un qu'on a un peu évoqué, qui est celui de la manière ensuite dont on s'approprie tous ces sujets-là. Parce que j'entends bien effectivement qu'il y a de l'innovation, mais ensuite il faut que ça soit transféré concrètement dans les exploitations agricoles. Et moi je vois là quand même beaucoup
pratiques. Voilà, on fait du maïs, on ensilde en ce moment partout. Là, en venant ici, voilà, j'ai croisé des tracteurs partout sur les routes et on en est au maïs d'ensilage, etc. Donc je ne vois pas encore complètement dans la production végétale les choses bouger. Donc il faut changer des pratiques sur le terrain. Et puis il y a un autre sujet aussi, me semble-t-il, c'est que tous ces sujets d'innovation-là, on les a souvent associés à de l'alimentation à haute valeur ajoutée et donc derrière avec un prix pour le consommateur plus élevé. Et le sujet va quand même être de s'assurer que ces innovations en matière agricole, qui vont déboucher donc sur de l'innovation en matière alimentaire, ça reste quand même abordable pour le consommateur. Évidemment, des gens comme moi qui ont quelques moyens, on pourra toujours s'approvisionner et se payer des produits de haute qualité. Mais il faut penser aussi à la population qui a des revenus plus modestes et qui doit pouvoir avoir accès à une alimentation de qualité. Et donc, il ne faut pas que cette innovation... Alors, je ne dis pas que c'est ce qui a été dit, mais souvent, effectivement, dans l'imaginaire encore, l'innovation et donc la qualité, la haute qualité, y compris la haute qualité environnementale, c'est souvent associé à des biens alimentaires derrière qui sont moins facilement abordables. Et c'est un vrai sujet. Et puis, le dernier sujet, c'est que pour la Bretagne, on a beaucoup parlé de production végétale. Notre sujet, c'est quand même beaucoup la production animale en Bretagne, parce que c'est ça qui fait qu'on a eu une pression quand même très forte sur le milieu qui a été exercée. Et vous voyez quand même que c'est très compliqué. Vous parliez d'acceptabilité des populations sur les nouvelles, sur les innovations en matière végétale, mais pour prendre l'exemple qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps sur la tentative et le travail pour relocaliser de la production de volailles, alors quand même on était devenu importateur de volailles et que des productions bretonnes étaient des productions d'exportation, donc le système marchait complètement sur la tête. Mais quand vous voulez réinstaller des poulaillers en Bretagne, fussent-ils des poulaillers qui ne sont plus du tout ceux qu'on connaissait il y a 30 ou 40 ans, ça a été très compliqué parce qu'il n'y a plus d'acceptation aujourd'hui dans les territoires, dans certains territoires, pour des exploitations agricoles de production animale. Et donc, c'est très compliqué de faire comprendre aussi qu'on a ce besoin-là de relocaliser la production. Donc, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux d'acceptabilité sociale qu'il faudra travailler autour de ces sujets d'innovation, me semble-t-il. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, la question de l'agriculture industrielle ou de l'industrialisation de l'agriculture, je pense qu'elle est au cœur de ces sujets-là. Ces questions-là se posent aussi avec l'installation de méthaniseurs par les agriculteurs. Mais voilà, beaucoup dans l'élevage, mais pas seulement dans l'élevage. Certes, aujourd'hui, une unité de méthanisation, c'est comme une petite industrie, en fait, une unité industrielle qui s'implante en milieu rural. Et évidemment, il y a souvent des problèmes d'acceptabilité du voisinage, etc. Mais là, il y a tout un travail qui se fait entre l'agriculteur ou les agriculteurs qui se sont regroupés pour mettre en place cette unité avec les voisins, le voisinage, les collectivités du coin, les entreprises qui les accompagnent, etc. Donc cette question-là, bien sûr, elle se pose et c'est important que tout le monde soit partie prenante dès le départ, c'est clair. Après, je ne sais plus de quoi je voulais vous parler aussi. Je voulais réagir sur autre chose que vous aviez dit. Oui, le prix de l'alimentation. Est-ce que l'innovation va entraîner une appréciation en fait des denrées alimentaires ? Évidemment, ce n'est pas souhaitable. Il n'est pas souhaitable que ce soit uniquement les consommateurs qui aient les moyens, qui aient accès à une alimentation produite en Europe, et ceux qui n'ont pas les moyens, qui aient accès uniquement à une alimentation importée, on va dire bas de gamme, avec des normes différentes. C'est évidemment pas ça l'objectif. Et puis c'est très réducteur aussi de présenter ça de manière caricaturale en disant ce qui vient de l'extérieur c'est de mauvaise qualité et ce qu'on produit en Europe ça n'est que de la bonne qualité. On ne peut pas non plus réduire ça comme ça. Je pense que le transfert d'innovation, parce que l'innovation c'est une invention qui est transférée dans une application concrète, le transfert d'innovation, il doit être évidemment accompagné, donc ça veut dire des besoins de financement et évidemment des besoins d'appropriation par l'utilisateur final, c'est-à-dire là on parle d'agriculteurs, mais on parle aussi des consommateurs.
qui doivent être au courant de ce qu'il y a dans leur assiette et de la manière dont ce qu'ils ont dans leur assiette a été produit, où, quelle origine, quel mode de production, etc. Donc là, je reviens un petit peu sur le numérique, parce que la traçabilité, c'est quelque chose d'essentiel, et la traçabilité en particulier numérique, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus aujourd'hui, justement pour prouver les allégations qui sont faites au niveau des consommateurs sur les produits finis, et qui permettent en fait de remonter toute la chaîne de transformation jusqu'aux agriculteurs avec, en fait, c'est un peu du storytelling, hein. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, de quelle origine, quel producteur, quel mode de production. Et en fait, c'est, alors par exemple avec des technologies blockchain, hein, qui sont très compliquées, très complexes, mais c'est des choses qui se mettent en place aujourd'hui pour tracer au plus juste, et pas seulement des produits à très haute valeur ajoutée, mais simplement pour rétablir la confiance finalement entre le producteur et le consommateur, et qui est à la fois une preuve, on parle du marketing de la preuve au lieu du marketing de la promesse, hein, au niveau des consommateurs, et en même temps une montée en gamme, une montée en valeur du côté de l'agriculteur, avec un retour de valeur et un prix plus intéressant pour lui. Merci. Et juste une dernière question avant de vous passer la parole. Edith Lecadre, il y a un certain nombre d'études qui sont parues, l'USDA, une étude aussi commandée par la Commission européenne, qui s'inquiète du risque de chute de production de l'agriculture européenne si elle répond à ces nouveaux standards. Et un certain nombre d'économistes, je pense à Thierry Pouc par exemple, qui travaille pour la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui dit qu'il y a un risque de perte de souveraineté agricole pour l'Europe avec cette nouvelle stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que l'étude de l'USDA, elle est très biaisée. Et elle a été beaucoup mise en avant comme un chiffon rouge, en fait, en disant... voilà, si on va vers un pacte vert, ou qui est un ensemble de pratiques que je pense personnellement cohérentes, on va avoir une diminution de la production. Alors, cette étude, elle est biaisée pour différentes raisons. C'est que, premièrement, en fait, elle considère que il ne va pas y avoir de progrès technologique avec ces nouvelles... injonction ou plutôt demande, objectif, merci, de diminuer par moins 50% les phytos, etc. Donc en fait, ils font un scénario qui est sans prise en compte de l'innovation. Et on a quand même beaucoup débattu d'innovation ici autour de la table ronde, et on sait qu'on peut faire autrement. Et si on fait autrement, je rappelle la méta-analyse dont j'ai parlé, où on peut produire plus. Donc ça, c'est le premier point qui est assez biaisé. Vous pouvez trouver l'ensemble de ce que je dis sur une publication de l'INRAE qui répond justement à ça. Le deuxième point, c'est par rapport au volume de production. Est-ce que l'on a besoin d'autant de volume de production ? Est-ce que l'on ne peut pas réduire notre consommation à des niveaux acceptables qui fait que l'on va quand même continuer à consommer, qu'on ne va pas mourir de faim demain ? On sait pas, enfin, c'est quand même ce qui a été dit dans cette étude de l'USDA. Donc ça, c'est le premier point. Et en plus, ils adaptent ce qui est fait au niveau de l'Europe, ils l'appliquent à d'autres pays comme l'Afrique, par exemple, où c'est absolument pas possible d'appliquer les pratiques et les systèmes de culture et d'élevage que l'on a en Europe, qui sont très optimisés, qui se basent sur un ensemble de connaissances qui sont très, très avancées. Dans certains pays d'Afrique, il n'y a pas d'engrais. Bon, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas les engrais qu'on utilise. Donc ça ne sert à rien de dire que l'on va appliquer ce système-là ailleurs, puisque ce n'est pas possible. Et le troisième point, c'est que cette étude de l'USDA ne prend pas en compte ce qu'on appelle des coûts cachés. Des coûts cachés qui sont liés à l'utilisation des pesticides, à l'utilisation et à tous les dégâts, toutes les perturbations de l'environnement qui coûtent cancer, etc., toutes ces coûts. Et donc, en fait, peut-être que en faisant cet ensemble cohérent, on pourra aussi gagner sur autre chose, et donc, finalement, être gagnant au final. Et donc, cette étude est très alarmiste, mais elle est à prendre avec beaucoup de précautions, parce qu'elle émane d'un pays qui
craint peut-être aussi de ne plus avoir accès au marché européen avec les standards que l'on s'assigne. Donc c'est à prendre avec énormément de prudence, à mon avis. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plein de questions. Il y a un micro qui va circuler. On a un petit quart d'heure. Parce que j'ai des invités là qui ont des contraintes horaires. Oui, merci beaucoup. J'ai une question. Ah bon. Je profite de la présence de Pierre Karleskind. Comment interpréter la recherche de souveraineté alimentaire en matière de pêche? Vous avez 4 heures. Réponse rapide, parce qu'effectivement, on en a plein. Comment l'interpréter? Alors écoutez, on importe 70% de ce qu'on consomme en produits de la mer. Bon, donc déjà, la souveraineté, elle n'existe pas. Hein. Ensuite, toute la question qu'il convient de se poser aujourd'hui, elle est de faire le compromis entre les objectifs environnementaux que l'on peut fixer à la politique des pêches, mais aussi les objectifs en tant que tels sur la production. On a longtemps trop pêché en Europe. On a tellement pêché qu'on est arrivé à la crise, à un certain nombre de crises qui ont été incroyables dans les années 90, qui ont conduit à des mesures drastiques dans les années 2000. Il faut bien savoir qu'au niveau mondial, nous avons atteint le maximum de production de poissons par la pêche, donc de pêche de poissons, en 1993. Or, c'est justement cette année où tout s'effondre au niveau dans les eaux européennes. Et donc, tout le compromis qu'on est en train d'essayer de reconstruire, c'est pêcher moins pour que les stocks de poissons se reconstituent et qu'ensuite on puisse pêcher un peu plus que le moins. Et on voit bien que, vous voyez bien que c'est un équilibre. Tu évoquais les questions des TAC, là, c'est exactement ça. C'est en gros, si on pêche trop, on fout en l'air le stock de poissons. Si on pêche pas assez, en fait, on pourrait pêcher un petit peu plus et gagner un petit peu plus et produire un petit peu plus. Donc c'est cet équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver. Mais cet équilibre, il peut aussi se trouver par des fermetures temporelles de la pêche, par exemple quand les poissons se reproduisent, ou bien par l'instauration de zones, puisqu'on fait depuis des années déjà en Europe, de cantonnements de pêche où on s'interdit de pêcher, ou d'aires marines protégées où on régule la pêche de façon très, très regardée. Donc tout l'intérêt va être là, avec, une fois de plus, la conscience quand même que la souveraineté alimentaire sur les questions de pêche, elle est en grande partie, elle n'existe pas. Merci. Une autre question là, rapide? Et puis ensuite, il y en a d'autres au fond. Daniel Bigou, membre du bureau du Mouvement européen. Merci pour la restitution de cet état de la recherche et de ces innovations passionnantes. On est habitué aux études de l'USDA qui sont toujours catastrophiques pour l'agriculture européenne. Cela dit, nous ne savons absolument pas si nous manquerons de nourriture ou pas dans 1 an, dans 5 ans. Quand on voit les effets du réchauffement climatique, de l'allongement des sécheresses en Europe, dans une bonne partie de l'Afrique, aux États-Unis, en Australie, chez les grands exportateurs, et quand on voit les effets de la forte volatilité des prix. Alors ma question, est-ce que vous pensez que vos modèles et vos stratégies alimentaires sont réversibles pour éventuellement accroître la production pour pouvoir nourrir? Dites le cadre. Oui, alors je suis contente qu'on me pose la question. C'est parce que c'est un de mes sujets de recherche. Donc, il a été montré dans une étude qui a eu beaucoup d'impact, où les auteurs ont regardé comment la diversité des productions permettait d'avoir une stabilité pluriannuelle de la production. Et ils ont démontré, et on le démontre, et plus, c'est pas que cette équipe, plus mon équipe et d'autres équipes ailleurs, démontre qu'en fait, on est plus résistant. Donc, c'est-à-dire quand il y a un phénomène extrême, comme une vague de chaleur, ou quand il y a, au contraire, quand il y a beaucoup trop d'eau, on est beaucoup plus résistant et résilient. Donc, on revient à l'état d'origine avant le stress imposé. Donc, par exemple, cet événement climatique. On est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus stable dans le temps. Parce que ça se comprend peut-être déjà assez aisément, c'est que si vous avez 5 cultures et qu'il y en a une qui est impactée, il peut en rester 4 autres pour nourrir. Voilà.
Et donc, et ça montre que, en fait, ce n'est pas. Je pense que c'est pas il ne faut pas se dire. Au cas où, je peux toujours revenir en arrière et utiliser les solutions dont j'ai l'habitude. Non, c'est plutôt de se dire. Il faut qu'on change complètement notre système parce qu'il existe un certain nombre de solutions qui sont efficaces et qui fonctionnent bien et qui permettent également de maintenir la biodiversité dans les sols, on en a beaucoup parlé, qui est essentiel. Et ça, on sait que ça marche. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Et cette mise en œuvre, elle dépend des pouvoirs politiques, parce qu'ils peuvent aussi imposer une vision à long terme et soutenir une vision à long terme, mais elle dépend essentiellement aussi des citoyens qui, par ses régimes alimentaires, par ses modes de consommation, va faire une pression sur les usines agroalimentaires, de transformation, et in fine, on va avoir un ensemble vertueux. Il ne faut pas demander aux agriculteurs de porter tout le poids du changement. Ceux qui consomment aujourd'hui, qui ne sont pas agriculteurs, ils ont autant de responsabilités que les agriculteurs. Et je suis extrêmement confiante dans notre capacité à pouvoir faire face à ce changement climatique, à condition qu'on soit aussi cohérent et qu'on limite nos émissions de carbone. On a parlé des voitures électriques, etc. C'est un ensemble cohérent qui est à mettre en œuvre. Merci. Alors, une question au fond, et puis ensuite au milieu. Oui, merci. Je m'appelle Léa, des Jeunes Européens. Moi, j'avais une question concernant ce que pouvait faire la région et le niveau européen, parce qu'en fait, moi, je viens de Centre-Bretagne, et en Centre-Bretagne, on voit quand même encore, malheureusement, beaucoup d'installations de gigafermes. Vous parliez des poulaillers, et en Centre-Bretagne, il y en a encore beaucoup. Il y a encore de nombreux projets qui souhaitent s'y installer, au détriment de l'environnement, et même, je trouve aussi au détriment de la souveraineté alimentaire, parce que c'est souvent pour l'exportation et pas à l'intérieur de l'Union. Comment on peut faire en sorte un peu de les freiner, ou de faire en sorte qu'elles soient bien acceptées, ou que ça respecte les mesures environnementales, et aussi la collectivité, puisque souvent les voisins, toute la collectivité ne sont pas au courant. Oui, Stéphane Perrin. Je ne sais pas si ce que vous évoquez fait appel à des compétences qui ne sont pas uniquement celles de la région, parce que les normes ou les contrôles sur les pollutions ou les émissions des exploitations, elles sont le fait de l'État. Probablement d'ailleurs qu'on a un travail à faire sur la police de l'eau, et probablement qu'il faudra, si je puis dire, être plus vigilant et plus dur avec les exploitations qui ne respectent pas les règles en matière de police de l'eau. Après, la question que vous posez derrière, c'est celle, je l'évoquais dans mon propos précédent, la maîtrise du foncier. Donc il y a deux manières. Ou bien la profession s'organise, mais elle le fait déjà un peu au travers des SAFER, pour maîtriser les installations et au fond dire quelles installations sont plus pertinentes ou pas. Bon, ça marche dans une certaine mesure. Ça peut marcher, mais ça ne marche pas toujours. Et puis après, l'autre solution, c'est la maîtrise par la puissance publique du foncier. Alors, pas forcément en se rendant propriétaire du foncier, mais en contrôlant l'usage qui est fait du foncier. Ce qui est beaucoup plus compliqué, parce que pour l'instant, on n'est pas outillé juridiquement pour le faire. Donc on est sur des outils, dans ces cas-là, qui sont plutôt des outils sur l'orientation des aides, sur de l'éco-conditionnalité. On va entrer, nous, en région Bretagne, dans une politique d'éco-socio-conditionnalité. Et donc, voilà. Après, tout à l'heure, il était question de la méthanisation. Ça fait plusieurs années que la région Bretagne n'aide aucun projet de méthaniseur. Ça n'empêche pas l'explosion du nombre de méthaniseurs en Bretagne. Avec derrière, d'ailleurs, des sujets, parce que tous les méthaniseurs ne sont pas vertueux, mais tous ne sont pas non plus mauvais. Vous parlez des poulaillers. On a un vrai sujet quand même sur ce que c'est qu'un poulailler et dans quelle mesure il est acceptable par les populations. Il y a parfois beaucoup, comment dirais-je, de mauvaises interprétations. Voilà, tout le monde dit, enfin, je vais prendre un exemple breton, le poulet de Janzé est plutôt perçu comme un poulet de qualité. Je ne suis pas sûr que si les gens mesuraient, ou le grand public voyait exactement les conditions de production, qui ne sont pas du tout des conditions de production, il y a du plein air, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils l'accepteraient plus que le poulet d'à côté. Donc je pense aussi qu'il y a de la pédagogie à faire auprès des populations
sur ce que c'est concrètement, que sont concrètement les conditions de production. Donc voilà, donc moi je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de la maîtrise du foncier, vraiment. Et puis j'y reviens, l'installation, politique d'installation des agriculteurs. On va avoir en octobre une séquence sur l'installation des agriculteurs et comment on oriente plutôt vers l'installation de modèles vertueux. Et ensuite, comment aussi, je le redis, les agriculteurs s'approprient ces nouvelles techniques et les mettent effectivement en œuvre sur le terrain. Moi, je suis très intéressé par ce que vous dites sur la complétude des variétés pour permettre d'être plus résilient, mais je ne le vois pas encore suffisamment traduire sur le terrain, et donc probablement qu'il y a aussi quelque chose comme ça à faire. Merci. Il y a une question au milieu. Oui, François Simon, vice-président du mouvement européen 44. Je suis très étonné dans ce débat de ne pas du tout avoir entendu parler d'agriculture biologique. Je suis moi-même j'ai été moi-même président de la COP Bio de Nantes, qui s'appelle Chlorophylle, pendant quelques années. Et j'y suis venu parce que j'étais technicien agricole pendant tout le début de ma carrière quand j'étais jeune. Et j'ai compris le mur dans lequel on allait. Je l'ai compris assez tôt, je pense. Aujourd'hui, on se pose des questions de la souveraineté alimentaire de l'Union européenne. OK. Mais on se pose aussi la question de l'agriculture durable, de l'agriculture, l'agro, je ne sais plus comment on appelle ça. Et je pense que si dans la nouvelle politique agricole commune, que je n'ai pas lue, je n'ai pas pris ce temps-là, mais il n'y a pas une incitation à la production agricole biologique qui permet de rémunérer correctement les agriculteurs, qui permet de préserver les sols, qui permet également d'exporter, parce qu'il faut aussi voir que de jeunes ingénieurs qui se sont installés sur leur exploitation en biologie, enfin en agriculture bio, font de l'agriculture bio, je dirais, quasi intensive, et donc produisent tout à fait fortement ce qu'il faut, mais en préservant les sols et la santé des gens. Voilà, donc j'aimerais avoir des réponses par rapport à la politique européenne vis-à-vis du bio. Alors il y a un objectif chiffré sur le bio, avec... Oui, plus c'est 20%, je crois, c'est ça 20% d'exploitation bio, c'est oui, ça. Oui, c'est ça, 20%. Non, mais pour vous répondre concrètement, dans la nouvelle politique agricole commune, ce que je décrivais comme étant, d'une part, sur le premier pilier, le bonus pour ceux qui font au-delà des normes, évidemment, ça va s'appliquer aux exploitations bio pour ce qui va concerner les normes qui ont été mises en place. Parce que pour le coup, c'est choisi par chaque État membre, ce qui est d'ailleurs un regret du Parlement européen, parce que nous voulions avoir des critères au moins minimum, de façon à ce que certains États ne fassent pas du greenwashing sur le dos de la PAC. Ça n'a pas été accepté par les États membres, et comme on est en co-décision, voilà, à un moment il faut négocier et aboutir sur un texte final. Et puis par ailleurs, sur les crédits d'orientation, il y a évidemment le maintien des subventions pour l'installation en bio, et ils sont même en augmentation sur la période qui vient pour ce qui est des choix qui ont été opérés au niveau français. Donc effectivement, en fait, c'est vrai que ce qui me fait remarquer qu'en fait, la bio est devenue tellement naturellement en fait un des modèles possibles, pas le seul à mon sens, et moi je suis plutôt pour une diversité des productions biologiques, mais c'est devenu tellement naturellement un des modèles possibles d'évolution que c'est vrai qu'on ne l'évoque plus parce que ça fait partie du paysage finalement maintenant, aujourd'hui. Alors évidemment, il faut en parler. Merci. Alors, je crois que je vais libérer au moins 2 de mes invités, Pierre Karleskind et puis Marie-Cécile Damaf, parce que je crois que vous devez partir à 17h30 maximum. C'est l'heure. Mais on peut... Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Et puis, avec les 2 derniers intervenants, peut-être qu'on peut prendre encore 1 ou 2 questions rapides. Merci beaucoup. Alors, oui, une question là au milieu. Ah, là, et puis ensuite là. Oh, Est-ce que le soja est toujours un problème pour l'indépendance alimentaire de l'Europe ? Le soja. Alors, vous allez m'aider à répondre. Voilà. Alors, le soja, c'est un aliment qui est important. Alors, je n'ai pas vu qui a posé la question dans la... Voilà.
D'accord. Donc le soja, c'est un aliment qui est très important pour les animaux. D'accord. Le soja, on a du mal à le produire en France. Bon, c'est un fait, c'est une plante qu'on a du mal à produire en France, même s'il y a des... la filière soja tend à se développer. Le problème du soja, c'est ses conditions de... Alors, c'est la première partie de la réponse. C'est que le soja est indispensable pour l'alimentation des animaux. Donc, que devons-nous faire pour essayer de diminuer l'utilisation du soja? Il n'y a pas 36 méthodes. On peut peut-être réduire la part de l'alimentation carnée. Donc, ça, c'est une première question. On peut aussi réduire la part du soja dans la ration animale. Et il y a d'autres légumineuses qui sont extrêmement importantes. Et la région Bretagne et d'autres régions ont énormément travaillé sur cette question d'autonomie protéique, parce que c'est les protéines qui sont dans le soja, sur cette autonomie protéique des exploitations. Donc le soja ne nous menace pas de manière aussi importante qu'on pourrait le croire. Mais encore pour le moment, on a du mal à augmenter la part des légumineuses dans les exploitations agricoles. Il y a différentes raisons à cela. On pourra développer si vous le souhaitez, mais il y a différentes raisons, variétales, maladies, etc. Et aussi une formation des agriculteurs qui ont peut-être moins utilisé les légumineuses. Donc il faut réapprendre à cultiver les légumineuses. On parlait de la formation. Et juste le soja, c'est quand même produit en Amérique du Sud, d'accord ? Donc on a déjà débattu, me branchez pas, sur cette question de la production du soja en Amérique du Sud. Mais le soja, quand il est fourni aux animaux, en fait, dans l'aliment soja, il y a de l'azote, il y a du phosphore, il y a plein d'éléments. Et si c'est pas valorisé entièrement en viande, en kilos de viande, cet azote et ce phosphore, il part dans les fesses des animaux, il se retrouve sur les sols et donc on enrichit, alors c'est surtout en phosphore, mais on enrichit les terres et donc on a enlevé du phosphore dans une région, on l'a apporté dans une autre. Alors celle qui reçoit, elle en a trop, et celle qui l'a produit, elle se retrouve avec moins de phosphore et peut-être que on parlait de durabilité, d'intégrer une perspective long terme, ils seront peut-être aussi dans difficulté parce qu'il faudra qu'ils continuent à avoir du phosphore dans leur sol. Je vous laisse compléter. Réponse de la Bretagne. Oui, c'est vrai que la question, c'est celle des conditions aussi de production du soja là où il est produit. Les points d'entrée sont assez visibles en Bretagne parce que c'est Lorient et Brest qui sont des grands ports d'importation de soja. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de monter une coopération avec nos collègues de Nouvelle-Aquitaine et de Centre-Val de Loire pour précisément que dans ces régions, on puisse avoir le développement de cultures de légumineuses qui offrent des alternatives. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste en pois, en fèves, c'est ça, qui soit des alternatives au soja. Alors là encore, puisqu'en fait, la problématique en France, c'est que nous sommes une grande région de production animale en Bretagne, mais nous ne produisons pas la protéine pour nourrir les animaux. Je synthétise un peu rapidement, mais enfin c'est ça la problématique. Et donc il faut qu'on puisse avoir sur notre territoire l'arrivée de ces protéines végétales. Et donc ces protéines, elles pourraient être ces fèves et ces pois produits en Nouvelle-Aquitaine ou en Centre-Val de Loire pour prendre les collègues avec lesquels on essaie de nouer ces coopérations. Et après, donc, sortir, si je puis dire, de notre dépendance au soja. Ça va nous poser d'autres problèmes parce que ça va un peu déséquilibrer nos ports et la manière dont nos ports fonctionnent, mais c'est un des moyens. Et en plus, là encore, je ne suis pas un spécialiste, mais ça participe aussi, ces nouvelles cultures de pièges à carbone. On en fait des pièges à carbone. Il y a la luzerne aussi qui est souvent évoquée comme un nouveau mode d'alimentation. Mais là aussi, c'est des modes de production, comme Edith Lecal l'a dit, à faire évoluer et que les agriculteurs se les approprient.
remplaceront les millions de tonnes de soja que vous importez. Si ce n'est pas le cas, vous avez des filières entières, l'aviculture, l'élevage porcin qui vont sombrer. Alors je comprends que la recherche cherche des substitutions, mais ce sont des processus très lents. N'imaginons pas que ça peut se faire demain, même à échéance de la fin de la politique agricole commune actuelle. Enfin, je veux quand même rappeler certaines réalités, si vous voulez. Le soja a été un outil stratégique. Je rappelle quand même qu'on a développé le soja, je crois, des années 71, parce que les États-Unis ont mis un embargo sur leurs exportations de soja. C'est ça qui a fait la croissance de la production européenne. Donc là, je pense qu'on est un peu dans pas une planète, mais un objectif de long terme. Hein. Ce sera la dernière question. Je n'ai pas prétendu que ça allait se faire même à l'échelle du mandat régional. Non, non. Mais si on n'engage pas les processus maintenant, on ne le fera jamais. C'est ça qu'il faut se dire. Je voulais quand même poser 2 affirmations avant qu'on en termine, parce qu'elles sont liées à ce qui vient d'être dit. Première affirmation, c'est parce qu'il y a de l'humidité dans les tropiques et dans l'équateur qu'il y a des arbres. Deuxième affirmation, c'est parce qu'il y a des arbres dans les tropiques et l'équateur qu'il y a de l'humidité. Et donc, si on cultive du soja au lieu de laisser les forêts, que va-t-il se passer au niveau du climat ? Merci. Et moi j'avais une interrogation sur les circuits courts, parce que je trouve que la liaison, en 2 heures, on ne peut pas tout couvrir. Je suis ici, je viens de Nantes, mais je vais renforcer un peu l'interrogation de François Simon. C'est-à-dire, je pense que cette deuxième table ronde, qui avait vocation à couvrir beaucoup de sujets, était bien traitée, mais la liaison avec la première table ronde n'est pas faite. De la crise, tout de même, on doit tirer des conclusions. La Bretagne s'est spécialisée dans un certain nombre de cultures et de production animale d'exportation. Les Bretons n'ont pas voulu d'écotaxe à un moment donné. Donc le modèle, je comprends toutes les précautions d'usage, notamment au niveau politique, sur la transformation des modèles, mais tout de même réfléchissons aussi à l'évolution des modèles agricoles en cohérence avec ce qu'on a dit sur les transports et avec des circuits plus courts. Je reprends l'exemple de la volaille. Nous étions en production de volaille à l'export. Tout ce qu'on a essayé de faire, c'est faire de la production de volaille sur notre territoire pour le marché national. Après, ça dépend où vous placez la souveraineté alimentaire. Je n'ai pas parlé de souveraineté alimentaire bretonne, et je ne sais même pas si on peut parler de souveraineté alimentaire française. Si déjà on a la souveraineté alimentaire européenne, on aura fait un gros boulot. On peut applaudir. C'est fini. C'est bon ? Vous voulez dire un truc ? Non, c'est bon ? J'étais d'accord, j'ai la lumière dans les yeux, donc je ne sais pas qui a parlé. Mais effectivement, c'est un modèle de production agricole qui est à repenser, mais je crois qu'on l'a abordé quand même un petit peu lors de la table ronde. Et concernant le soja, je pense que je partage pas toujours les avis des politiques, mais là, en l'occurrence, je partage. Je crois qu'on a un changement de braquet à faire et qu'il est possible de nourrir les animaux, pas qu'avec du soja. Merci en tout cas. Il y aurait eu certainement encore plein d'autres questions, ce qui montre bien la richesse du débat. Merci d'avoir suivi cette table ronde. Merci à Edith Lecadre, merci à Stéphane Perrin. Alors, la suite, vous venez maintenant, on prend tout de suite une photo de groupe. Après, à 18h en bas pour la visite de la ville. Après 20h de retour ici, mais tenue correcte exigée, donc pas de jean et pas de tennis, pour le dîner de gala. Alors déjà, pardon ? Oui, tous les hôtels sont à côté. Vannes, c'est tout petit. Hein. Oui, donc dans le programme, il y a 2 visites. Donc là, aujourd'hui, c'est plutôt pour les gens pour tout le monde.